3, 2, 1... Salut tout le monde, comment allez-vous en ce mercredi? Moi ça va, en pleine période de playoff, c'est quand même un truc de grand malade ce qui se passe à observer, et je trouve qu'on vit une édition super dingue. Alors bien sûr vous connaissez, comme tous les mercredis, en mode best of the live Twitch, ça va être l'occasion d'en parler, en mode Crystal Ball. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être un épisode sur les joueurs qui, selon moi, n'ont pas été au niveau que j'attendais réellement de leur part. De toute façon, le concept, je vous l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quelles sont mes plus grosses déceptions individuelles de ce début de playoff? La semaine dernière, ensemble, vous vous rappelez, on a parlé des super-héros, en tout cas de mes super-héros, parce que ça reste très subjectif, du début de playoff. Ces joueurs qui ont enfilé leur slip rouge de Superman un petit peu, et je l'ai eu en commentaire, je sais, j'ai jamais autant parlé de slip sur ma chaîne, je crois que la semaine dernière, et qui, depuis qu'ils ont enfilé leur costume, se sont surpassés, depuis, pour tout péter en playoff. Bon, j'avoue, à l'époque, et je me suis bien fait tacler dans le chat, et à raison d'ailleurs, parce que j'ai pas mis Jimmy Butler, et parce que le live, je l'ai fait juste avant, c'est 56 points, puis même c'est 42 au match d'après, et aujourd'hui clairement si j'avais fait le live ne serait-ce que 24 heures après il aurait mérité sa place, et c'est pareil avec Stephen Curry. Je l'ai pas mis, là, au moment du live, on est le lendemain de ces 50 points au match 7, je pense que, pareil, il aurait pu mériter une place de héros, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Stephen Curry, je me suis rattrapé en parlant largement ce matin dans le Hot React qui lui était dédié, donc qui est sorti lundi sur YouTube. Sauf que le souci, c'est que là, je vous ai parlé des joueurs pour qui ça se passe très bien depuis le début des playoffs, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Autant, ok, il y a des joueurs qui se sont surpassés, mais il y en a d'autres, pour diverses raisons, que ce soit, je sais pas moi, la pression, les blessures, l'âge, l'adversaire en face, ou même plein d'autres, qui se sont complètement troués une fois que la post-season a commencé. Parce que ouais, il faut en être conscient, il y a eu de très bonnes surprises, mais il y en a eu aussi qui ont été très mauvaises, et tous les ans c'est comme ça, et cette année n'a pas fait exception. Comme pour toutes les campagnes de playoff, il y a des joueurs qui ont complètement choke leur premier tour. Donc pour tous ceux que j'ai choisis, déjà il faut se rendre compte que les playoffs de cette année, c'est fini pour eux, leur équipe est éliminée, et aujourd'hui, ils vont devoir rebondir et vivre avec cette occasion manquée. Voilà pourquoi là, mon but, moi ça va être de vous présenter mes 6 plus grosses déceptions là pour les playoffs, en tout cas jusque là. Encore une fois, comme pour les super-héros la semaine dernière, c'est une sélection qui est très personnelle, parce que bien sûr, d'abord elle dépend de mes propres attentes, et là-dessus on est bien au courant qu'on peut pas avoir tous les mêmes attentes sur les joueurs, et il faut savoir aussi que certains m'ont déçu, mais leur équipe, vu qu'elle est encore en course, elle a pas été éliminée, je les ai pas mentionnés, parce que déjà leur team à win sans sourciller, donc même si individuellement ça a pas été à la hauteur, si collectivement ça va, moi je me dis que c'est le principal en playoff, c'est quelque chose d'essentiel, et en plus je me dis, ils pourront se rattraper, donc je veux pas être trop sévère, parce que là, s'il y a un mec qui s'est qualifié au deuxième tour, je dis que c'est ma déception, et ce soir il met 70 points, je vais me faire pourrir. Donc j'ai vraiment choisi, et c'est une volonté parce que ça me semble aussi logique, que des éliminés. Donc ça, voilà, il faut que vous en soyez conscients. C'était un critère primordial dans ma sélection, qui bien sûr, encore une fois, restera très subjective. Bref, moi les joueurs que j'ai choisis, je vais vous les présenter. À chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'ils ont de choc, pourquoi ils m'ont déçu, quelles étaient mes attentes aussi par rapport à eux. Et vous me direz si à votre avis, comme d'habitude avec des sondages, si à votre avis j'ai été trop sévère ou pas. Et à la fin, en fonction des résultats des sondages, ça nous permettra d'élaborer un classement des joueurs, et pour connaître aussi le joueur qui a le plus choke son premier tour, et voir qui est le triste lauréat de cette distinction qu'on va offrir ensemble. Alors, parmi les joueurs qui m'ont déçu, qui sont classés par ordre alphabétique aujourd'hui, on commence par Dillon Brooks. Et là, je sais, je le vois déjà, ça fait réagir dans le chat. On peut se dire que c'est pas forcément décevant parce que beaucoup n'attendaient rien de lui. Et si je suis honnête, moi non plus, j'attendais pas non plus que ça devienne un franchise player dans la série contre les Lakers. N'empêche que je trouve que ce qu'il a montré là face à Los Angeles au premier tour, mine de rien, quand on parle de basket, c'était très compliqué, parce qu'il s'est affiché à un niveau catastrophique. Et moi, j'attendais qu'il ait au moins le niveau qu'il avait en saison régulière, où ça restait quand même un défenseur pas loin d'être élite, et un bon shooter à 3 points, en tout cas, qui pouvait faire quelques bons matchs à 3 points, et offensivement avoir des choses, mais là, ça n'a pas du tout été le cas, et clairement, là-dessus, même sans attendre de lui qu'il soit un franchise player, j'attendais au moins à ce qu'il soit un vrai joueur de basket, et là, ça a pas été le cas, et en plus de ça, ça, vous l'avez bien compris dans le chat, vu comment il a parlé et ouvert très très grand sa bouche sans assumer derrière,
d'un niveau basket, je veux dire, d'un point de vue basket, même s'il va devoir assumer les amendes qui s'est prises, ben j'ai pensé que c'était bien et que c'était intéressant de mettre Dillon Brooks parmi mes déceptions et de parler de lui aujourd'hui. Pour moi, quand tu trash talk, ben tu dois assurer et assumer aussi ensuite. Et quand tu ne le fais pas, ça déçoit. Là, on peut parler de joueurs qui ont trash talké dans l'histoire des playoffs. Je sais pas, je pense à des Michael Jordan, des Reggie Miller, des Larry Bird ou des Kevin Garnett qui eux chambraient, mais derrière ils assumaient. Bon, après c'est clair que Dillon Brooks n'a pas leur niveau. Là, je parlais de franchise players, mais maintenant je peux trouver d'autres noms, des role players. Il y avait des Bill Laimbeer, des Dennis Rodman, des Charles Oakley, des Ron Artest, des Draymond Green. Tout ça, c'est des mecs un petit peu plus role players à des degrés différents, qui eux aussi chambraient, qui tenaient des propos qui dépassaient les bornes. Ils mettaient aussi en place des comportements qui dépassaient les bornes, en mettant des coups bas souvent aussi. Mais derrière, ils jouaient au basket et leur comportement leur permettait d'élever leur niveau de jeu et de rentrer dans la tête de l'adversaire. Mais Brooks, là, sur cette série face aux Lakers, qui s'est terminée par un échec des Grizzlies, je me demande vraiment dans la tête de qui il est rentré. Personne n'a été gêné en fait par cette attitude de Brooks, peut-être à part les Grizzlies eux-mêmes. Moi, je m'attendais que quand tu parles comme ça, t'assumes au moins un minimum. Parce que quand on rappelle le contexte, c'est clair. Avec Dillon Brooks, on n'a pas un joueur qui fait partie du gratin de la NBA. N'empêche que dans cette ligue, il a fait sa place grâce à son agressivité un petit peu et son côté super tenace qui lâche rien. C'est un dirty player qui met des coups, qui joue dur, qui peut être aussi une plaie défensivement. Je sais que beaucoup adorent ce que peut faire Dillon Brooks défensivement. Et en attaque, de temps en temps, il peut mettre de gros shoots et faire de grosses séries aussi, avec quelques cartons offensifs à 25 points, voire 30 quoi. Et tout ça, ça fait que normalement c'est quand même un vrai joueur de basket. N'empêche que, à cause du fait qu'il parle tant que ça, à cause du fait qu'il chambre autant et à cause de son trash talk, ça en a fait peu à peu Dillon Brooks l'un des joueurs que les fans préfèrent détester. Son action d'ailleurs sur Gary Payton 2 l'année dernière a encore poussé ça à un niveau supérieur, et tout ça je le comprends. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez impressionnant d'ailleurs concernant Dillon Brooks, c'est que ça a même dépassé le cadre des fans et des supporters, parce que cette année, on a même des joueurs qu'on a l'impression qui se sont mis sur lui. On a Draymond Green et Klay Thompson chez les Warriors qui ont répondu à ses déclarations pour lancer une espèce de bif via les réseaux sociaux. On a Kyrie Irving aussi qui l'a snobé alors qu'il voulait échanger le maillot. Il y a eu pas mal de disputes aussi, limite avec la moitié des joueurs NBA. J'ai l'impression qu'il se prend la tête avec chaque franchise player qu'il croise. Et tout ça, je trouve que ça a encore augmenté le phénomène de détestation qui existe autour de Dillon Brooks et son espèce de réputation de vilain, un peu de grand méchant de cette NBA. Et donc là, moi je me disais, c'est pas mal, parce que les playoffs arrivent, et moi ce que je voulais c'était du combat, avec un Brooks face aux Lakers, qui ok, il va saouler tout le monde à parler, mais au moins il va rentrer dedans, il va faire des bonnes choses, il va assumer ses paroles, surtout quand on savait que sa mission ce serait de limiter LeBron. Ça pouvait donner un petit peu de hype avant cette confrontation, et moi c'est là que je l'attendais, pour tout ce qu'il pourrait faire justement pour limiter LeBron et essayer de rentrer dans sa tête. Donc encore une fois, évidemment, pour rajouter un peu de piment, et on a un Brooks qui a parlé, avant la série il a clairement dit qu'il se réjouissait de ce match-up contre les Lakers, en faisant comprendre que ça y est, il était temps de stopper pour de bon l'hégémonie du King qui devrait limite partir à la retraite après, et après le match 2 d'ailleurs qui avait été gagné par Memphis là pour revenir à un partout, il avait continué en mode moi je m'en fous de LeBron, I don't care about him, he's old, donc il est vieux, en mode je respecte personne tant qu'il m'a pas mis 40 points sur la tronche. C'était fou ce genre de déclat. Bon, après on rappelle que Dillon Brooks, son record de points en carrière c'est 37, donc il doit pas se respecter lui-même, et sauf que lui en plus de ça il a pas affaire à des défenseurs élites tous les soirs qui l'empêchent de scorer 40 points. Mais bref, peu importe, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est juste quelque chose que j'aime bien rappeler. Il respecte pas quelqu'un qui est pas capable de le mettre 40 points face à lui, mais lui il l'a jamais fait face à personne. Bref, peu importe. Son rôle à Dillon Brooks, en plus de parler, c'est quand même la défense, c'est l'intensité, et aussi de mettre des shoots importants quand il y en a besoin. Et avant le match 3, là on avait vu LeBron qui était parlé à Brooks, et on voyait un Brooks qui applaudissait, qui était très content, en mode ça y est, il parle, parce que LeBron était resté muet et l'avait ignoré pendant les 2 premiers matchs, et là il était en mode ça y est, regardez, il vient me parler, je suis en train de rentrer dans sa tête. Sauf que ce jour-là, on a un LeBron qui a mis 25 points, on a des Lakers qui sont repartis avec la win, tandis que Brooks, il livrait encore une prestation qui était à nouveau catastrophique au niveau du tir, comme toute la série, et ce jour-là, il s'est même fait expulser après avoir mis un coup dans les parties du King. Ça, on en pense ce qu'on veut, quoi qu'il en soit, il devait rentrer dans la tête de LeBron, et au final, c'est lui qui s'est fait expulser. Le match 4, limite un petit peu même combat, hein. On avait un Brooks qui était catastrophique encore sur son adresse au shoot, et en janvier, je me rappelle, oui, ça c'est important aussi, en janvier, Brooks avait balancé un truc, une bombe sur les réseaux, où il avait dit, LeBron James, c'est un bon joueur certes, mais il est incapable de partir sur sa gauche, c'est super facile de défendre sur lui. Mais on l'a vu, hein.
Dans la série, on a le King qui l'a pris personnellement. Plusieurs fois, il l'a sanctionné main gauche, Dillon Brooks, alors que c'était Brooks vraiment son adversaire direct. Et à la fin du match 4, il est même allé jusqu'à aller mettre un gros tir en partant sur sa gauche en prolongation. Donc là encore, il lui a fermé sa bouche. Et ce que j'ai trouvé encore plus décevant, c'est que derrière, on a un Brooks qui s'est même pas pointé en conférence de presse et qui s'est d'ailleurs pas pointé non plus à l'issue de cette série. Donc c'est pour ça qu'il a pris une amende. Et ça, moi je trouve ça encore plus décevant. Le mec, il parle beaucoup, il fait en sorte qu'on attend beaucoup de lui, qui nous offre du spectacle, qu'on ait une vraie combativité. Au final, il se fait écraser vraiment dans tous les sens. Il fuit quand il est en difficulté. Voilà, qui est rentré dans la tête de qui? Moi, je me le demande vraiment. En tout cas, Brooks est rentré dans la tête de personne. Donc moi, je veux bien ensuite qu'on le défende. Je veux bien aussi qu'on apprécie. Et c'est vrai qu'il y a un côté appréciable à ça, parce que malgré des missions super compliquées où il doit vraiment défendre à chaque fois sur la star adverse, il essaye de donner tout. Pourquoi pas? Mais en parallèle, est-ce qu'il est vraiment obligé de t'en parler? Moi, je veux bien les mecs qui trash talk, mais quand c'est utile et quand ils assument derrière, ça fait partie du fun des playoffs. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien. Par contre derrière, tu peux pas envoyer autant de briques match après match que ce que l'a fait Dillon Brooks pendant cette série contre les Lakers. Depuis le début de la série, vraiment, il a été cataclysmique offensivement. Si encore, il arrivait à se concentrer vraiment sur la défense, et en attaque il se fait oublier. Pourquoi pas? Au moins il serait utile en défense. Mais là on n'en est pas là. Déjà je l'ai pas trouvé ouf en défense, mais en attaque, le mec, plutôt que de se cacher avec sa maladresse dégueulasse, il s'est mis à enchaîner, à prendre des shoots comme s'il était Kobe, avec une sélection de shoots qui était toute pourrie, et des pourcentages horribles, regardez-les, 31% au général, 23% à 3 points, des 3 sur 15, des 3 sur 13, des 5 sur 14, c'est devenu une habitude pour lui là en playoff, en tout cas cette année, et vraiment ça pique. Donc pour conclure là-dessus, parce que j'ai déjà assez parlé de Dillon Brooks, et vous avez compris pourquoi j'ai été déçu, mais un mec qui parle autant, qui annonce qu'on va voir du grand Dillon Brooks en playoff, et qui finalement n'a pas tant d'impact que ça en défense, et qui est vraiment une catastrophe ambulante au niveau de l'attaque, avouons-le, c'est compliqué. Aujourd'hui, chez les Grizzlies, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que Brooks, c'est plus une distraction qu'un atout, et vu l'espèce de feu d'artifice qu'il avait promis dans cette série, et qui est pas du tout arrivé, en tout cas dans son sens, moi je trouve, en tout cas moi je suis vraiment déçu, et j'ai l'impression qu'on ne peut être que déçu par rapport à son attitude et son niveau de jeu. Au final, il a peut-être plus participé à motiver les Lakers qu'à aider sa team, et je trouve ça très moche. Voilà pourquoi je suis déçu moi de la prestation de Dillon Brooks pendant ce premier tour. Et ma déception numéro 2, et je suis triste un peu de ça, je vais vous le dire et vous l'expliquer après, c'est Jrue Holiday, comme vous le voyez. Et parce que, Jrue Holiday joue aux Bucks. Les Bucks, c'était le meilleur bilan de la ligue cette saison, et ils se sont éliminés au premier tour, ils se sont fait éliminer au premier tour, et ils se sont pas fait éliminer en 7 matchs, ils se sont fait éliminer 4-1 contre Miami, et forcément, collectivement, déjà, c'est très décevant. Mais aujourd'hui, mes déceptions, c'est mes déceptions individuelles, pas mes déceptions collectives. Et je trouve qu'à Milwaukee, maintenant, suite à cette élimination, il est temps de trouver les coupables, et forcément, d'abord, pour trouver les coupables, je me suis dit que l'essentiel, c'était de m'intéresser aux joueurs majeurs. Pour Giannis, j'y ai réfléchi, et c'était quand même difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il a manqué la moitié de la série, et a joué à moitié blessé, enfin, il a quitté le match 1 au bout de 11 minutes, il est revenu que au match 4, et quand il a joué, même si on l'a vu, le match 4, ça a été un petit peu compliqué, parce qu'il était clairement pas à 100%, il a fait quand même un gros match 5, et grosso modo, il a eu l'impact habituel. C'est quand même la faute à pas de chance, c'est pas souvent qu'il se blesse, Giannis, c'est arrivé au pire moment. Pas grand chose à dire. Donc j'ai pensé à parler de Middleton du coup, et j'ai vu que dans le chat beaucoup ont été déçus de Middleton. Mais en vrai, moi j'y réfléchi, et à part 2-3 matchs qui ont été compliqués, c'est sûr, j'ai trouvé que globalement, il suffit de regarder ses moyennes d'ailleurs, il a été au niveau attendu, et même si j'en attendais un petit peu plus peut-être dans la régularité et dans l'impact même, et dans les moments clutch également, j'ai trouvé que c'était quand même dur d'être trop sévère avec lui, parce que il revenait de blessure, et au final il a été mis au frigo pendant une bonne partie de la saison. Et est-ce qu'on s'attendait vraiment à un Middleton à 100% pour les playoffs? Moi j'avais des doutes, donc non, j'ai pas voulu être trop sévère avec Middleton. Par contre avec Jrue Holiday, même si ça me fait de la peine, Jrue Holiday, il faut se rappeler qu'il a été All-Star cette année, il est redevenu All-Star parce que sa première sélection elle datait à l'époque de Philadelphie, mais là on parle d'un All-Star, et dans cette série, il a atteint qu'une seule fois la barre des 20 points, il a shooté notamment de loin avec des pourcentages qui étaient pas à la hauteur de ce qu'il est capable de faire, 28% à 3 points il doit faire mieux, 40% au tir il doit faire mieux. Et lui, est-ce que comparé à Giannis et Middleton, pour lesquels j'ai trouvé des excuses, est-ce que lui il en a des excuses? Je trouve pas vraiment. Comme je disais, ça me fait de la peine de le mettre dans cette sélection. C'est clairement l'un de mes joueurs préférés dans cette ligue, un gars que je trouve
bien trop souvent sous-coté en fait, dont je me réjouissais énormément de la sélection All-Star cette saison, mais là il faut être honnête et se rendre à l'évidence, dans la série face au Heat, il a juste pas été au niveau, et surtout que jusque là, j'ai surtout parlé de son adresse au shoot et de son niveau offensif parce que j'en attendais plus, mais on le sait, Jrue, sa spécialité, la définition de Jrue Holiday, quand on parle de son jeu, le premier truc normalement qui vient à la bouche, qui vient à l'esprit, c'est sa défense. Pour moi, dans toute la ligue, et peut-être qu'on fera un live bientôt, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais parler des meilleurs défenseurs au périmètre de la ligue, parce que je trouve que le DPOY, on le donne souvent trop aux intérieurs et qu'on met pas assez en valeur les défenseurs au périmètre. Bref, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que dans cette famille des défenseurs au périmètre en NBA, vraiment, Jrue Holiday, il fait partie des tout meilleurs, il fait partie du gratin. Et c'est pour ça que Mike Budenholzer a décidé de l'envoyer en mission sur Jimmy Butler, et en fait, face à Jimmy Butler, même Jrue, avec tout son talent défensif, il a pas existé, et il s'est littéralement fait bouffer, clairement. On peut pas reprocher à Holiday de pas avoir essayé pourtant, il a essayé de donner de l'énergie, mais face à Butler, et avec sa façon un peu orthodoxe, j'ai envie de dire, de mettre des tirs, qui est difficilement défendable quand il atteint un niveau comme ça, on a un arrière des Bucks qui a vraiment rien pu faire. Butler, il a tourné à quasi 38 points de moyenne sur la série, il a fait une perf énorme à 56 points lors du match 4, il en a remis 42 dans le match 5, dans les matchs les plus décisifs, Jrue Holiday a rien réussi à faire, mais c'est comme s'il y avait un fantôme face à Butler, il a fait ce qu'il voulait. Butler avait en plus de ça une présence magnifique dans les money time où encore une fois Jrue Holiday ne pouvait rien faire, et franchement là j'ai eu beau y réfléchir, et de ma vie, et même sur ses premières saisons à Philadelphie, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Jrue Holiday autant en difficulté face à quelqu'un. Et quand on avait un Jimmy Butler dans le match 5 qu'il trash-talkait en lui disant clairement I own you, ça veut dire je te possède, en le pointant du doigt, ça en devenait limite humiliant, ça me faisait tellement de peine pour Jrue Holiday. Alors après oui, si je disais qu'on pouvait pas lui trouver d'excuses, peut-être que l'excuse qu'on peut lui trouver, c'est de dire oui, en face il avait Butler, et que quand Butler est dans ce mood là, personne dans la ligue aurait pu l'arrêter, et ça j'avoue que c'est pas tout à fait faux. Sauf que si on cumule le fait que malgré bien que Butler ait été très performant dans cette série, Jrue il s'est fait manger, et normalement Jrue il doit pas se faire manger par qui que ce soit, en tout cas pas à ce point là, et le fait qu'en attaque il ait pas fait grand chose, avec une adresse qui est pas digne de son niveau de jeu, et puis des espèces de grands coups de froid qui duraient longtemps dans un match des fois où il semblait rien pouvoir mettre comme shoot, comme lors du match 2 par exemple avec son 2 sur 11 à 3 points, ou même lors du match 4 où il a fait un 2 sur 9 je crois de mémoire, non c'est l'inverse, bref 2 sur 11 au match 4 je crois et 2 sur 9 au match 1, bref c'était pas au niveau, et ça fait mal à mon petit cœur, c'est sûr, comme je vous l'ai dit, je l'adore ce mec, mais Jrue Holiday m'a largement déçu, peut-être parce que j'en attendais trop, mais il m'a largement déçu dans cette série face au Heat, et ceux des deux côtés du terrain en plus. Donc maintenant avec Kevin Huerter, c'est un choix assez personnel, ça j'en suis assez conscient, et peut-être que j'en attendais un petit peu trop de sa part. Donc le voici, le joueur des Kings, Kevin Huerter, qui lui aussi a été éliminé face aux Warriors en 7 matchs. Et à Sacramento, je trouve qu'il y a eu une saison de ouf, et gros GG à Mike Brown, le coach, qui a réussi vraiment à souder son effectif, en donnant des responsabilités à tout le monde dans l'équipe, et le taf qu'il a fait, je trouve, en taillant un costume sur mesure à chacun de ses joueurs, c'est super respectable. Et sauf que dans le dispositif offensif qu'il avait créé, Mike Brown, avec une attaque de feu, vraiment à Sacramento, le meilleur offensive rating de la ligue, des records all-time en termes d'efficacité offensive, ces shooters, ils avaient un rôle qui était énorme et qui était essentiel. Sauf que pour être efficaces, les shooters, il faut qu'ils mettent dedans, il faut qu'ils mettent leur tir. Et Keegan Murray et Kevin Huerter, qui sont essentiellement là pour ça, dans le 5 de départ, ils étaient attendus pour mettre leur shoot. Et force est de constater qu'ils n'ont pas été au niveau, ou en tout cas pas au niveau où moi je les attendais. Autant je vais pas en vouloir à Keegan Murray, parce que non seulement c'est un rookie, il découvrait les playoffs, et puis je l'ai pas non plus trouvé si catastrophique, même si j'espérais qu'il soit meilleur que ça. Mais avec Huerter, qui lui, notamment avec les Hawks dans sa carrière, nous a déjà montré plusieurs fois qu'il pouvait être décisif en mettant les shoots qui comptent, les Sixers s'en rappellent déjà, dans un match 7, qu'il était capable d'être très décisif, c'est difficile d'être satisfait par la prestation qu'il a donnée pendant toute la série face aux Warriors. On a un mec qui est payé pour shooter et pour mettre dedans, c'est sa plus grande qualité, parce que dans les autres secteurs du jeu, il est average, disons, j'ai pas envie d'être trop sévère, et donc quand il rentre pas ses tirs, il sert à quoi? Pas à grand chose, même s'il peut faire l'effort en défense, ok, mais c'est pas non plus un lockdown, on va être honnête. Donc oui, il est là pour shooter, il est payé pour shooter, et là, est-ce que vous avez vu ses pourcentages à 3 points? 20,5% pour un joueur dans son profil, je suis désolé, mais pour moi, c'est une aberration. Après, on le sait, et je peux l'excuser un peu par rapport à ça.
Le basket, c'est un sport d'adresse, et l'adresse, ça se contrôle pas, ça va, ça vient. Et Huerter, cette saison, on l'a vu, hein, il avait déjà connu un gros coup de mou au niveau de son adresse de loin après le All-Star Break, et c'était une période pendant laquelle il était plus capable de mettre un tir. Mais ce que j'avais aimé, et ce que j'avais apprécié quand même, à ce moment-là, c'est qu'il semblait pas capable de perdre confiance. Ok, il mettait pas dedans, mais c'est pas grave, il continuait à shooter, et en attendant que son adresse revienne, ce qui a été le cas fin mars, et sur la fin de la saison, il shootait à nouveau très bien. Sauf que là, Huerter, encore une fois, il a subi un coup de froid, un coup de mou au pire moment. Ça, ok, ça peut arriver, même si déjà c'est décevant et que ça pique. Mais ce qui change tout, je trouve, par rapport à la première fois où ça lui était arrivé cette saison, eh ben c'était son attitude. Autant, comme je disais, en saison, ça se voyait qu'il continuait à garder confiance et qu'il insistait. Là, ça s'est vu qu'il doutait sévère. Lui qui d'habitude est si souriant, si enthousiaste, si démonstratif. Lui qui est adoré aussi par ses coéquipiers, qui a un côté très fédérateur. J'ai même lu que pendant la saison, c'était lui qui avait instauré la tradition Light the Beam, là, où ils mettent le rayon laser au-dessus du Golden One Center. Ben ouais, dans cette série, cette attitude vraiment fédératrice, qui donne confiance aussi à ses coéquipiers, qui leur donne envie de jouer, ben là, je l'ai pas reconnu. J'ai trouvé que face aux Warriors, Kevin Huerter, c'était l'ombre de lui-même. Voir que dans cette saison de Sacramento, il était l'un des facteurs X, vraiment, et qu'en playoff, il avait quasiment plus aucun poids, ben ça m'a fait mal à regarder et à observer, alors que justement, moi, si vous m'aviez demandé mon avis avant la série, j'aurais été persuadé qu'il aurait pu être une des clés, et que s'il avait mis dedans, bah je pense qu'on aurait pu avoir un match-up différent face aux Warriors. Bon, après, ok, hein, il a mis 2-3 shoots importants. Je sais que à des moments, bah oui, c'est Huerter qui a mis le shoot important dans des money time, même dans cette série. Mais moi, ça me suffit pas. Hein, je le répète, 20%. Bah c'est catastrophique pour un joueur qui est censé être un shooter. Les Kings, de toute façon, je l'ai dit, pour gagner des matchs, ils ont besoin de snipers, parce que ça ouvre des espaces à des gars comme Fox, comme Sabonis, comme Barnes aussi, et quand ils mettent rien, les shooters, c'est tout le système qui s'enraye. Alors certains pourront reprocher des choses à Sabonis pendant la série, je comprends aussi, même s'il a fait une très bonne première mi-temps au match 7, qui a sauvé un petit peu sa série, mais moi je me dis, un Sabonis sans un Huerter qui met des shoots, bah ça devient beaucoup plus compliqué pour lui, quoi. Et donc moi, je pense que si les Kings se sont fait éliminer, même si bien sûr il y a plusieurs coupables, hein, et que c'est une responsabilité collective, Huerter a quand même une vraie part, et aussi fautif, quoi, de toute façon. Avec un Huerter qui aurait été aussi piquant, aussi transcendant qu'il peut l'être de temps en temps, avec un Huerter qui nous balance quelques coups de chaud, où il met 3 paniers à 3 points dans un quart-temps comme il l'a fait cette saison, ben ouais, moi je pense que la série ça aurait pas été les mêmes, sauf que là ça a pas été le cas. Huerter a pas été au niveau. On a vu des Warriors qui au fur et à mesure, là, à partir du match 3, ont vraiment pris l'ascendant psychologique sur les Kings, et voilà, oui, Huerter c'est pas montré au niveau, et il est fautif. Il faut le responsabiliser pour ça, je trouve. Le mec, il est passé à côté du moment le plus important de ces 17 dernières années, hein, pour Sacramento, qui avait pas fait les playoffs depuis 2006. Donc obligatoirement, quand tu passes à côté d'un moment comme ça, et qu'on attend de toi que tu remplisses un certain rôle que tu ne remplis absolument pas, oui, c'est décevant, Kevin Huerter. Et oui, comme vous le voyez sur le visuel, ma 4e déception, c'est Kawhi Leonard. Et je sais que je vais me faire taper sur les doigts, parce que parler de Kawhi Leonard parmi les déceptions, c'est quand même très 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 sévère, surtout que si je suis complètement honnête avec vous, la semaine dernière, dans mon live sur les héros de ce début de playoff, on était encore qu'au début du premier tour, et j'ai failli, mais vraiment failli, le mettre parmi mes super-héros de ce début de playoff, tellement je l'ai trouvé bon pendant ces 2 premiers matchs. Parce que ouais, quand il a été sur le terrain, le Claw, quel monstre. Moi j'ai eu l'impression de retrouver le mec des Raptors, hein, sur ces 2 petits matchs avec les Clippers, celui là justement qui en saison était plutôt bon. Alors bon, il avait été meilleur aux Raptors que cette année aux Clippers parce qu'il avait plus joué aussi, mais il avait été économisé du côté des Raptors. Mais clairement il avait attendu les playoffs pour tout péter et retrouver cette espèce de niveau fantasmagorique des 2 côtés du terrain, et qui croquait vraiment l'adversaire à pleines dents, aussi bien en attaque qu'en défense. Il nous sort un 38-5-5 au match 1, dans une victoire en plus. Il nous sort un 31-8-7 au match 2, avec des paniers hallucinants de contrôle et de confiance, une grosse intensité défensive aussi. Wow, je me disais, le lot de management de Kawhi, qui dans la saison régulière a quand même manqué 30 matchs, hein, c'est important, mais il a pas été réalisé pour rien. Et si le lot de manager en saison, c'est le seul moyen pour qu'il arrive en forme en playoff et qu'il pète tout, let's go. Moi je comprendrais qu'on puisse le lot de manager Kawhi Leonard, parce que clairement, dès qu'il a été sur le terrain, il a été percutant, et pas qu'un peu. Au bout de 2 matchs, avant qu'on ait un Butler et un Booker qui prennent feu chacun de leur côté, il aurait presque pu être mon MVP du début de playoff, hein. Et s'il était resté au niveau de ces 2 premiers matchs toute la série, s'il avait continué à jouer, mais peut-être qu'il aurait pu discuter avec du Booker, du Butler, du Curry, pour savoir qui était le MVP du premier tour. Et pourtant, malgré tout le bien que je viens de dire de lui, je le mets dans mes déceptions. Pourquoi ? Eh ben justement, parce que sur le terrain, moi je l'ai trouvé très bon quand il était sur le terrain, mais sur le terrain, il n'a pas été
fait beaucoup. Après ces 2 matchs exceptionnels, pardon, et bien rideau. Kawhi, on l'a plus vu. Alors bien sûr, le pauvre, il s'est blessé, il y peut rien, il a vu son ménisque se déchirer, c'est assez dramatique, il était plus en mesure de jouer, c'est vraiment pas de bol. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Mais clairement, c'est un autre type de déception par rapport aux autres joueurs dont j'ai parlé. Mais oui, c'est décevant. Depuis qu'il est aux Clippers, on a un Kawhi qu'on protège à fond. On le met dans une espèce d'écrin. On a même entendu des fois, en tout cas pour sa première saison aux Clippers, ça avait créé des jalousies, où c'est lui qui choisissait un petit peu les matchs qu'il voulait jouer en saison régulière. Tout ça, pour qu'en playoff, il défonce tout. C'était son but. Kawhi, on accepte tous tes caprices, entre guillemets, ou en tout cas toutes tes volontés, mais en contrepartie, Kawhi, il doit apporter aux Clippers le fait de tout défoncer en playoff. Résultat, il a fait de très bonnes campagnes en playoff en 2020 et 2021, mais l'an dernier, il a pas joué, et cette année encore, son corps a pas pu tenir, j'ai envie de dire, tenir suffisamment pour qu'il puisse jouer une série complète, ou même pour qu'il joue ne serait-ce qu'une moitié de série. Encore une fois, je lui en veux pas, c'est pas de sa faute de s'être blessé, mais quand même, c'est méga décevant, franchement, on veut voir un Kawhi Leonard au meilleur niveau depuis combien de temps maintenant? Depuis les Raptors presque, même si, non, 2020-2021, ok, il était bon avec les Clippers, mais là, ça y est, on a envie de le revoir au meilleur niveau. Et là il se pète, bah oui, c'est décevant, et ça l'est encore plus quand on voit le niveau ahurissant qu'il avait lors des 2 premiers matchs. Avec lui, moi je suis persuadé que la série contre les Suns elle aurait été différente, et pourtant ça on n'a pas pu le voir sur la durée, et ce qui s'est passé c'est que avec Kawhi Leonard qui a manqué tous les matchs après le match 2, avec la blessure de Paul George qui lui aussi a manqué les playoffs pour la 2e année de suite, on a un Westbrook qui a pris le contrôle, et même si Westbrook il a fait tous les efforts qu'il a pu, et qu'à ses côtés on a un Norman Powell qui a fait le taf aussi, ça a pas suffi pour les Clippers, et encore une fois cette équipe a pas pu aller au bout de ses ambitions, notamment parce que Kawhi n'a pas pu rester en bonne santé. Donc quel est son problème à Kawhi? C'est quand même mystérieux. Aujourd'hui déjà on n'a plus le choix. Il faut le considérer comme un joueur qui est injury prone. Il faut être conscient, c'est un mec qui passe énormément de temps sur la liste des blessés, et qui même quand il est économisé une bonne partie de la saison, comme ça a été le cas cette année, peut pas garantir qu'il sera à 100% quand les playoffs arriveront. Maintenant, tout ça c'est un fait, et ça me faisait quand même encore hésiter de le mettre dans cette liste. Et ce qui m'a définitivement fait basculer de l'autre côté et convaincu de le mettre dans cette liste, c'est qu'en fait, moi je trouve que ok, il se blesse, c'est pas sa faute. C'est décevant ces blessures, mais c'est pas sa faute. Par contre, en termes de communication, Kawhi Leonard, je sais que c'est le cas depuis le début de sa carrière, mais je trouve vraiment pas rassurant. Donc ouais, ce que je disais, jusqu'à la fin de la série, on savait pas de quoi il souffrait. Il continue à fréquenter ses propres médecins, ce que j'ai lu. En tout cas, il leur fait plus confiance qu'aux médecins des Clippers. Et apparemment, après le match 2, la franchise aurait reçu que les nouvelles minimum. Franchement, ils en savaient rien. Est-ce que Kawhi va jouer le match suivant? Est-ce qu'il va pas jouer? Est-ce qu'il est vraiment blessé grave? Est-ce que c'est juste un petit pépin physique qui va lui permettre de revenir? Mais personne savait en fait s'il serait capable d'être en tenue le match suivant ou non. Désolé, mais j'adore Kawhi Leonard, c'est un putain de joueur de basket que je trouve vraiment très fort, mais ce comportement, de pas savoir s'il sera là d'un match à l'autre, ça crée des incertitudes dans une équipe qui se bat pour sa place en playoff, et qui n'avait pas besoin de ça. Après, on imagine aussi, bien sûr, il a plein d'excuses, on imagine que, ok, physiquement il était blessé, mais mentalement, il devait pas aller bien du tout, parce que malgré ses airs de cyborg, c'est un humain, comme nous tous, et on imagine que la déception de sa blessure déjà, plus sa sœur qui a pris perpète dans une sombre histoire de meurtre dans le même moment que ce premier tour des playoffs, ça l'a peut-être pas engagé à beaucoup communiquer sur cette série de playoffs, en tout cas sur le premier tour. Il avait vraiment de quoi être mal, le pauvre, lui qui déjà de nature est assez taiseux, qui est presque bizarre dans son attitude. Donc oui, des raisons on peut en trouver, des excuses on peut en trouver aussi, mais maintenant moi je me dis, il faut être honnête avec nous-mêmes, un joueur si talentueux, qui est constamment, tous les ans, load managé, et ça a été encore le cas cette année, et qui finalement en playoff passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, moi ça me déçoit, même si c'est pas de sa faute. Moi je trouve que ça me frustre en tant que fan, et j'imagine que ça en frustre beaucoup, et si on ajoute tout ça avec son attitude bizarre, son côté renfermé et son manque de leadership aussi, il faut le dire, c'est pas un leader Kawhi Leonard, et parce que comme d'autres avant lui qui ont été blessés, on a eu des stars qui ont été blessés et qui avaient un rôle sur le banc avec leurs coéquipiers et qui parlaient aussi. Non, ça a pas été le cas de Kawhi Leonard, même blessé. Et quand il est blessé, en tout cas, il apporte pas ce leadership, et pourtant c'est ce qu'on attend d'une superstar que doit être Kawhi Leonard. Donc oui, malgré la situation très compliquée qu'il vit personnellement, et je lui souhaite de tout cœur que tout va se régler au plus vite, je dois le dire, concernant ce joueur, même si c'est très sévère parce que tout n'est pas de sa faute, loin de là, je suis très déçu. Allez, let's go, 5e déception pour aujourd'hui, place à Donovan Mitchell. Lui, cette saison, je vais pas mentir, en playoff, je l'attendais très fort.
Il a fait une saison magnifique hein, avec Cleveland et dans une équipe qui avait énormément de choses à prouver après cette campagne, avec un Spida fraîchement arrivé l'été dernier, qui devait être le fer de lance de cette équipe. Ça devait être le franchise player, le mec sur qui l'équipe peut compter et qui réussit à sauver les Cavaliers de certaines situations difficiles. Surtout que lui aussi, je trouve que autant les Cavs après leur saison, ils avaient des choses à prouver collectivement, mais lui aussi avait des choses à prouver d'un côté individuel. L'an dernier, avec le Jazz déjà, il était complètement passé à côté. Il avait une adresse catastrophique, il avait joué énormément en ISO aussi, il avait eu une attitude presque néfaste pour l'équipe. Cependant, on arrivait à lui trouver des excuses. On avait une ambiance à Utah qui était mauvaise, une relation avec Rudy Gobert qui se dégradait, une équipe qui arrivait en fin de cycle aussi. Et ça se sentait que là, la saison dernière, en play-off, il n'était pas forcément investi comme il l'avait été par le passé. Et je pense à la bulle hein, notamment. C'est la campagne de play-off qui nous marque quand on pense à Donovan Mitchell. Du coup, oui, on lui trouvait des excuses, on lui trouvait des bonnes raisons. Et ça suffisait pas pour effacer ce qu'il avait montré par le passé. Et Donovan Mitchell, après ses énormes campagnes en 2020 et en 2021, malgré son échec de l'an dernier, il gardait toujours cette réputation d'être un énorme joueur de play-off, avec cette année dernière comme exception. Il avait cette image du gars qui se surpasse complètement dans les moments importants, et cette saison, tout le monde, en tout cas moi y compris, je veux pas parler pour les autres, mais moi j'avais qu'une hâte, c'était retrouver ce Spida là, ce mec énorme qui peut vraiment tout péter sur une série de play-off. Sauf que là, face aux Knicks, hein, après 5 matchs, qui ont vu Cleveland se faire éliminer 4-1, force est de constater que cette volonté, ce rêve, ce désir, tout ça c'est vite brisé. Bien sûr, à Cleveland, maintenant, on pourrait critiquer toute la team. On a un Garland qui aurait pu mieux faire, on a un Mobley qui s'est montré particulièrement effacé, parce qu'il a pas eu beaucoup de ballons non plus, hein, on va pas se mentir. On a eu un Jarrett Allen qui s'est fait bouffer aussi par Mitchell Robinson. Ça fait beaucoup pour une équipe quand elle veut s'imposer. Surtout, si on ajoute à ça les difficultés qu'a l'équipe depuis cette saison au poste 3. Et donc, ouais, même si toutes ces raisons, elles sont réelles, et que, bien sûr que ça a été handicapant pour les Cavs, je suis désolé. Moi, celui dont j'attendais le plus, c'était évidemment Donovan Mitchell, sur qui, je comptais fort, comme je disais, pour redorer son blason un petit peu après la campagne de l'année dernière. Mais non, ça a pas été le cas, il est retombé dans ses pires travers, je trouve, et à trop vouloir être le go-to guy, le mec par qui tout le jeu passe absolument, j'ai trouvé qu'il pouvait lui arriver de mettre un petit peu de côté ses coéquipiers, qui ne se concentraient plus que sur l'ISO et les pull-ups, au point d'en oublier que toute la saison, même si Spida reste un joueur très fort individuellement, hein, et qu'il a apporté pas mal de victoires aux Cavs, mais c'est quand même tout le collectif qui a permis à cette équipe de remporter des matchs et de se qualifier avec le seed numéro 4 pour ses playoffs. Bien sûr, après on pourra aussi reprocher des choses à JB Bickerstaff, qui clairement n'est peut-être pas l'homme de la situation à Cleveland. C'est peut-être lui qui aurait dû taper du poing sur la table quand il fallait pour remettre de l'ordre et pour dire à Donovan Mitchell stop, tu joues un basket d'équipe là. Et Cleveland, si on veut gagner face aux Knicks, il va falloir montrer que collectivement on peut être aussi dur qu'eux et jouer ensemble aussi. Bien sûr aussi d'ailleurs, en parlant des Knicks, moi je veux applaudir leur excellent travail, notamment dans la dureté, dans la défense, dans l'impact. Tout ça, ça a fait déjouer les Cavs et Donovan Mitchell. Mais quand même, Spida aujourd'hui, il a 26 ans. C'est déjà sa 6e campagne de play-off en carrière. C'est plus un bleu et c'est plus un rookie. Et lui, il aurait dû se remettre en question tout seul pour corriger le tir. Il sait comment il doit jouer maintenant, j'estime, en play-off. Même si c'est sa première saison à Cleveland, il sait comment avoir un impact sur la win de son équipe. Et plutôt que d'enchaîner des ISO et des pull-ups difficiles comme il a fait, moi j'aurais aimé qu'ils se disent stop là, mes pull-ups, j'en mets 1 sur 1000. J'exagère, non, parce que c'est pas 1 sur 1000, mais on regarde, il est quand même à 43% au shoot, c'est pas glorieux. Et moins de 29% à 3 points, c'est ridicule. Enfin, franchement, shooter à moins de 30% à 3 points, c'est inacceptable, on va pas se mentir pour un joueur de la trempe de Donovan Mitchell, surtout quand des 3 points il en prend 9 par match, hein, ça fait beaucoup. Pareil, quand il a mis 11 points à 5 sur 18 dans un match 4 qui était déjà super important pour les Cavs, clairement ça aussi ça avait un côté inacceptable. Donc oui, le bilan est là, moi, concernant Donovan Mitchell, c'est de me dire qu'à trop vouloir tout faire tout seul, peut-être qu'il voulait se prouver des choses, hein, mais il a vu les choses trop hautes, et en tout cas il était pas là où on l'attendait, et Spida il en a oublié un petit peu les principes du jeu collectif, il en devenait prévisible, limite assez facile à défendre, hein. Tu savais qu'il allait prendre son pull-up, et même si de temps en temps il va en mettre un, tu l'obliges à aller tenter des longues tout, tu l'obliges à lui mettre, à l'envoyer dans des spots qu'il aime pas, et là oui, il devenait un joueur prévisible en défense, et dans son sillage, c'est toute l'équipe de Cleveland qui a coulé. Il semble loin, là, je trouve, hein, aujourd'hui, le Spida de la bulle. C'était il y a 3 ans déjà. Et à tel point que désormais, on se demande s'il peut être le franchise player d'une équipe qui peut aller au bout et autour duquel on peut construire. Quand on voit aujourd'hui les fans des Knicks qui se réjouissent d'avoir fait venir Brunson plutôt que lui l'été dernier, forcément, ça pose question. Ça fait 2 années de suite maintenant qu'on a un Spida qui ressort les fesses rouges de ses confrontations avec Brunson. Et puis Spida, même s'il a ensuite assumé en conférence de presse et qu'il était capable de se remettre en question
question en disant non, j'ai pas été au niveau, j'aurais dû mieux jouer, c'est bien de faire son mea culpa, mais je trouve que ça reste décevant pour lui, qui au final, en carrière, et ça il faut s'en rendre compte, n'a remporté que 2 séries de playoffs sur les 8 qu'il a disputées. Et donc, ouais, c'est décevant, et ça l'est encore plus, moi je trouve, quand on voit la saison régulière si dominante qu'il avait réussi à pondre avec Cleveland, pour sa première campagne justement dans l'Ohio. Là on le voit, on a une équipe des Cavaliers qui ont au moins en partie construit leur futur autour de Donovan Mitchell, et donc pour les années à venir il faudra faire mieux, il n'y a pas le choix, sous peine de finalement considérer ces campagnes de 2020 et 2021 comme des exceptions, et ça, les supporters des Knicks qu'on adore voir avec leur côté complètement déjanté, ils n'ont pas du tout hésité à lui faire comprendre avec ces vidéos virales qui doivent bien lui faire mal, donc clairement, un Mitchell à 23 points, à 43% au tir et 28% à 3 points, qui se fait éliminer 4-1 alors que son équipe a l'avantage du terrain, obligatoirement que personnellement je trouve ça décevant. Dernière déception pour moi aujourd'hui, la déception numéro 6 comme vous le voyez en haut, c'est Karl-Anthony Towns. Bon, on le sait, revenir de blessure, c'est pas une chose facile, ça s'est vu par exemple avec Chris Middleton aux Bucks, et ça peut servir d'excuse clairement à l'intérieur des Wolves. Parce que même si j'avoue qu'il était peut-être un peu trop ambitieux d'attendre trop de sa part dans ces conditions où il avait joué si peu de matchs cette saison, et Towns nous l'a bien prouvé lors de cette série en playoff face aux Nuggets, où clairement il était loin d'être au niveau qu'il est capable d'avoir, ouais, moi je l'ai quand même trouvé décevant. Normalement, à Minnesota, avec l'occasion d'Anthony Edwards, avec le gros deal qui a été signé par Karl-Anthony Towns et avec le recrutement de Rudy Gobert l'été dernier, cette campagne, ça devait être un petit peu celle du grand bond en avant, après les choses prometteuses qui avaient été montrées, qui avaient été dévoilées au premier tour des playoffs l'année passée. Moi j'avais bien aimé ce qu'ils avaient montré, ces Timberwolves en playoffs, et je me disais que la suite, elle allait être cool, avec l'arrivée de Gobert qui forcément faisait step up l'équipe, au moins sur le papier. On a vu plus tard qu'en termes de fit, c'était pas tout à fait ça. Et au final, qu'est-ce qu'elle a été compliquée cette saison pour Minnesota, et notamment pour Karl-Anthony Towns. Il a été blessé rapidement, il a été absent la majeure partie de l'exercice, il a pu disputer que 29 matchs sur 82 possibles, c'est très peu, et pour développer des automatismes avec Gobert, quand en plus de ça, comme je viens de le dire, il y avait un fit qui était pas évident, c'est sûr qu'il y a mieux, surtout que pendant les 29 matchs qu'il a joué, Karl-Anthony Towns, son niveau, je trouve qu'il était déjà bien en dessous de ce que l'on pouvait attendre, même quand il était en bonne santé, lui qui depuis sa saison rookie n'avait jamais si peu scoré en NBA. Alors oui, c'était peut-être un petit peu optimiste de ma part, avant les playoffs, mais je me disais que là c'était le moment pour lui. Il avait l'air de revenir un petit peu en forme, il avait l'air de revenir motivé, et c'était peut-être son occasion de faire taire toutes les détracteurs après sa saison complètement ratée. Je dis pas qu'ils auraient dû éliminer les Nuggets, mais je dis qu'on aurait pu avoir un Karl-Anthony Towns avec un niveau très intéressant. Et c'est finalement l'inverse qui s'est passé. Face à Denver, moi je trouve qu'on a un 4 qui a connu un vrai trou noir, et en plus de ça, même si j'ai pas grand chose à dire de négatif sur la défense des Nuggets, moi j'ai pas l'impression que ce soit la défense des Nuggets qui les fait dérailler. Non, moi je pense que Towns, c'est son jeu qui l'a fait dérailler, et le jeu qu'il a voulu avoir, et le jeu dans lequel il s'est retrouvé cette saison, un peu parce que c'est ce qu'il a voulu. C'est un mec qui aime beaucoup trop shooter à 3 points, et avec l'arrivée de Gobert dans l'effectif, lui il se frottait les mains. Il pouvait être décalé au poste il est fort, il pourrait passer tout le temps qu'il veut limite au périmètre, mais quel gâchis en fait de l'utiliser comme ça, même si c'est ce qu'il veut et si c'est ce qu'il préfère faire. En fait, on s'en est rendu compte pendant la série, même si Towns il a des qualités dans le domaine, même si c'est quand même un shooter à 3 points intéressant pour un intérieur, c'est pas non plus un super sniper. Et malgré une bonne patte et avec des qualités d'adresse naturelle, c'est un adroit naturel, Towns, j'ai aucun problème avec ça, il possède une gestuelle qui est bien trop lente pour qu'il soit un danger constant derrière la ligne, et pour être un mec qui fait que ça, j'exagère, mais qui axe une grande partie de son jeu sur ça. Quand tu prends 5 tentatives par match en playoff de loin et que tu réussis que un quart d'entre elles, c'est ce qui s'est passé parce qu'on voit qu'il tourne à 25%, quand toi-même tu te revendiques comme le meilleur big man shooter de l'histoire de la ligue, c'est quand même un petit peu inacceptable quand tu balances des 1 sur 6 ou des 1 sur 7 derrière la ligne à 3 points en playoff dans des séries importantes, c'est trop, et ne scorer qu'une petite dizaine de points sur les 2 premiers matchs de la série avec Minnesota, je trouve ça catastrophique en fait, ou pas loin pour un joueur de l'envergure de Karl-Anthony Towns. Bon, après ces 2 rencontres assez horribles pour commencer la série, je trouve qu'il s'est rattrapé un petit peu, mais pour moi ça restait toujours pas suffisant. Surtout que à Minnesota, on avait une raquette qui était décimée. Il manquait Naz Reid, il manquait Jaden McDaniels aussi, avec la blessure la plus idiote de l'histoire. Non, j'exagère un peu, mais sa blessure, quand on voit qu'il a tapé dans un rideau, en tout cas c'est ce qu'il dit, et qu'il pensait pas qu'il y avait un mur derrière quand il s'est fracturé la main, ça pique un peu, mais c'est comme ça. Et quoi qu'il en soit, avec ses absences, moi j'attendais de Towns qu'il fasse le taf au moins un minimum, et il l'a pas fait. Du moins pas de manière assez constante, j'ai trouvé, et encore moins en tout début de série. S'il y a encore quelques mois, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai préparé ce live, on pouvait se poser des questions en fait sur la vraie hiérarchie qu'il y avait aux Wolves.
Wolves. En tout cas, il y a un an, on pouvait se poser des questions, à se demander qui de Towns ou de Edwards était le vrai visage de la franchise, qui était le go-to guy. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout aucun doute. Sur ces playoffs, on a un Hetzman qui a absolument tout pété, qui a donné tout ce qu'il avait, qui a scoré à plus de 30 points par match, et un Towns qui, lui, est complètement passé à côté. Avec ces deux joueurs, c'est dommage, parce que Minnesota, ils sont censés posséder un duo de superstars offensifs qui peut tout exploser. Mais la vérité, c'est que dans ces deux superstars offensives, seul Hetzman a été au niveau. Et le résultat, voilà, ça a été une élimination 4-1 face aux Nuggets. Ça, elle pouvait être attendue. C'est pas ça qui me déçoit le plus. Mais ce qui me déçoit, c'est justement que cette équipe n'a existé que à travers les exploits de Anthony Edwards. Et donc évidemment que concernant Towns, c'est décevant, je trouve, même si évidemment que sa saison ruinée par les blessures limite un petit peu ce sentiment de déception. Donc maintenant, je me dis, oui, j'ai été déçu, donc à lui, cet été, de se remettre à 100%, de se poser les bonnes questions pour assumer son statut, parce que lui aussi, aujourd'hui, il nous fait poser en tout cas, il fait naître des doutes chez nous, il nous faut poser des questions. Le mec, il joue trop au large pour être pivot, moi je trouve, mais son impact offensif il devient beaucoup trop limité quand il joue ailier fort et qu'il joue trop au large. Donc et avec Gobert qui maintenant est le poste 5 attitré, de toute façon t'es obligé de l'employer au large, mais t'es obligé du coup d'avoir un Karl-Anthony Towns limité aussi. Donc comment il faut l'utiliser ? Ce qui est sûr, c'est que jusque là on a un Chris Finch qui a pas trouvé la solution. C'est peut-être lui le fusible qui va péter cet été du côté de Minnesota. Quoi qu'il en soit, moi j'aimerais pas être à la place du management des Wolves. Après le gros coup qu'ils ont pensé faire avec Rudy Gobert, on se rend compte qu'en tout cas tout marche pas aussi bien que prévu. Ils vont devoir prendre les bonnes décisions cet été, ils vont devoir travailler fort là-dessus, fort sur leur effectif, que ce soit vis-à-vis du coaching, du jeu qui peut être joué ou même du roster, parce que sans ça, clairement, la venue de Rudy Gobert et le décalage de 4 au poste 4, ça pourrait représenter l'un des pires moves de l'histoire de la franchise. Et ça, je trouve que le niveau de Towns pendant ces playoffs, en tout cas pendant ce premier tour, qui a été décevant, vient très bien illustrer ce constat. Et c'est dommage quand même pour ces Timberwolves qui avaient essayé de se donner les moyens. Épilogue. Et du coup, il est temps de dévoiler votre classement. Parmi les 6 joueurs que je vous proposais, quel est le top 6 des déceptions dans l'ordre inversé, on commence par le numéro 6. Et forcément, parmi les 6 joueurs que je vous ai proposés, et ça je m'y attendais fort, je savais que ça allait faire débattre ce choix, celui qui vous a le moins déçu c'est Kawhi Leonard. Parce que, après, mine de rien, c'est celui qui vous a le moins déçu parmi les 6, mais pour quand même 53% du chat, il était une immense déception. Donc globalement, ça fait plaisir, ça veut dire que même le joueur qui était le moins décevant pour vous a globalement été une déception. Maintenant, je comprends tous les 47% qui n'ont pas voté dans le sens que c'était une déception, c'est logique de toute façon, vu que sa blessure c'est pas de son dû. Comme je disais, tout ça je le pardonne. Moi, même si c'est décevant sa blessure, ce que je lui reproche aussi c'est son attitude, son manque de communication et son manque de leadership. Quoi qu'il en soit, globalement, même si lui ça dépend pas trop de son niveau de jeu, c'est décevant de pas avoir vu Kawhi Leonard jouer plus dans ses playoffs, et je suis dégoûté de le mettre là, parce que j'aurais aimé le voir à son meilleur niveau plus longtemps, mais il arrive en 6 aujourd'hui. Un petit peu devant, avec 57%, c'est Kevin Huerter. Donc 57% d'entre vous le considèrent comme une immense déception. Pas mal ont été déçus par Sabonis plus. Et moi, je suis pas forcément d'accord. Sabonis, clairement, il était pas forcément au niveau que j'attendais, mais je l'ai pas trouvé non plus si catastrophique. Bien sûr, Sabonis, je lui reproche un peu de s'être vraiment fait bouffer au rebond par Kevin Looney. Mais à part ça, moi je me dis, s'il y avait un Huerter qui avait mis plus de shoot, il aurait aussi eu plus d'espace. Et comme je disais tout à l'heure, je crois dans mon laïus, je trouve que Sabonis, par exemple, il a fait une très bonne première mi-temps lors de son match 7. Donc je comprends qu'on soit déçu de Sabonis, mais personnellement j'étais plus déçu de Kevin Huerter, qui même s'il est qu'un facteur X par rapport à un Sabonis qui a un rôle plus important, pour moi Kevin Huerter, il est un facteur X qui peut être une clé dans le succès des Kings quand il met ses shoots, parce que comme je disais, le jeu des Kings change du tout au tout quand les shooters mettent dedans, et sans un Kevin Huerter qui mettait dedans, même si on a un Malik Monk qui a compensé comme il a pu, les Kings n'ont pas pu passer devant l'obstacle des Warriors, même si les Warriors ont joué un excellent basket. J'attendais Kevin Huerter à un très haut niveau, mais ça dépend peut-être de moi. Peut-être que moi j'en attendais trop. En numéro 4, Dillon Brooks, qui est une immense déception pour 60% d'entre vous. Donc voilà, de toute façon les 40%, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il a été complètement exécrable son niveau pendant les playoffs, et juste que les 40% d'entre vous qui n'ont pas voté pour la déception disaient de toute façon on n'attendait rien de Dillon Brooks. Tout ça je peux complètement l'entendre, mais moi ce que je trouve le plus fou, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que même si j'attendais pas grand chose de lui, limite rien, un mec dont j'attendais rien, il a tellement parlé qu'il est devenu une déception pour moi, et je crois que ça a été le cas aussi pour les 60% d'entre vous qui ont voté pour Brooks comme une immense déception. En numéro 3, la troisième plus grosse déception, c'est Karl-Anthony Towns. 81% d'entre vous le considèrent comme une immense déception. Là, Towns, on vient d'en parler, et c'est compliqué, de toute façon. Le fait qu'il joue au poste 4 et qu'il soit incapable de défendre sur un poste 4 en défense, déjà qu'au poste 5 c'était pas facile, qu'en plus de ça, il se décide à jouer au large, qui pense qu'il est un super shooter et qui shoot à 25% à 3 points, même s'il s'est rattrapé un petit peu au fur et à mesure de la série, quand on voit son contrat et la prolongation qu'il a signé, et que finalement, est-ce qu'il a ne serait
presque le niveau d'un lieutenant d'Anthony Edwards, ça je sais pas, donc forcément c'est décevant. Mais en deuxième, à 81% aussi, et je le mets en deuxième parce qu'il y a eu plus de votants pour Holiday que pour Towns, donc pour moi c'est encore plus parlant. Donc arrive à la place numéro 2 du podium, Jrue Holiday. Donc on en a parlé à l'image de toute l'équipe des Bucks qui a été décevant, mais pour moi le All-Star qui aurait dû compenser l'absence de Giannis Antetokounmpo quand il a été blessé, qui sortait d'une grosse saison, qui a montré qu'il était capable de mettre 50 pions de temps en temps sur Giannis Antetokounmpo, qui en saison vraiment, il sort d'une saison magnifique, il était capable d'être ce lieutenant de Giannis, il était capable d'être ce mec qui prenait le relais quand il était absent, et ça il l'a pas montré en playoff, et moi ça m'a déçu, et je crois que les 81% d'entre vous qui ont voté que c'était une immense déception sont d'accord avec ça, et bien entendu je trouve qu'il n'y a aucune surprise, la plus grosse déception c'est Donovan Mitchell. 95% d'entre vous pensent que c'est une immense déception. Est-ce que je dois vraiment revenir dessus? Non. En fait, les 5% qui pensent pas que c'est une grosse déception, j'arrive pas trop à comprendre leurs arguments. Peut-être qu'ils imaginaient déjà que Donovan Mitchell allait choke, et dans ce cas-là, si vous l'aviez prévu, bravo à vous. Moi, je pensais vraiment qu'il allait rebondir et que sa série ratée l'année dernière, c'était une exception due à des excuses qui me semblaient assez valables. Mais non, peut-être que le mal-être et en tout cas les complications sont plus profondes que ça du côté de Donovan Mitchell. Et donc voilà notre classement. Et c'est bien Donovan Mitchell, et je suis complètement d'accord avec ça, qui est la plus grosse déception de playoff du chat sur Twitch, et qui est personnellement la mienne aussi, pour ce premier tour de playoff. Voilà pour ce qui est de mes plus grosses déceptions du premier tour des playoffs, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous en avez pensé quoi de votre côté? Quelle est votre plus grosse déception, vous, depuis le début des playoffs? Vous êtes d'accord avec la commu et son classement, ou alors pas du tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires, bien évidemment, comme à chaque fois, ça va m'intéresser à fond. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et grand merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes une vraie Dream Team, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette famille en or, vous savez quoi faire, toutes les infos seront dans la description. À très vite.